Salam alaikum, Azul, bonsoir. Je ne voudrais surtout pas jouer à l'oiseau de malheur, à véhiculer du pessimisme, à broyer du noir, à agiter des épouvantails et d'autres. Mais il est des moments où il faut dire les choses, où il faut tirer les sonnettes d'alarme, où il devient plus qu'impératif de sortir la tête du sable pour regarder bien en face le mur qui vient inéluctablement à nous. C'est le mur qui vient désormais à nous. Parce que ceux qui conduisent le train Algérie y foncent tout droit, en klaxonnant en plus. Oui, la situation en Algérie est d'une gravité extrême, n'en déplaise à ces discours qui ronronnent et qui nous promettent une Algérie nouvelle et tutti quanti. Et très curieusement, nous ne parvenons même pas à nous rendre compte que les mêmes qui nous promettent de transformer l'Algérie en paradis, en Californie, en Dubaï, en Istanbul, de nous construire des aéroports encore plus performants que celui d'Istanbul ou de Dubaï, sont les mêmes qui ont précipité le même pays dans l'impasse, les mêmes qui l'ont ravagé, qui l'ont pillé, qui l'ont ruiné, ou du moins qui en ont été complices. Fort heureusement, nous nous sommes réveillés. Et comment? Fort heureusement, nous nous sommes levés et nous sommes allés à la rencontre de notre avenir. Et comment? Fort heureusement, nous nous sommes unis face à ce régime ignoble. Nous l'avons décrié, nous l'avons hué, nous l'avons dénoncé. Nous avons ramené ces frasques en pleine lumière pour le montrer tel qu'il est réellement dans son indescriptible monstruosité. Il nous a calomniés, qualifiés de traîtres, d'agents de la main étrangère. Il a usé d'une justice servile pour mettre nos frères et nos sœurs en prison. Il a envoyé contre eux ses soudards pour les maltraiter, les humilier, attenter à leur dignité. Nous avons résisté. Nous n'avons pas plié. Nous ne nous sommes pas laissés intimider. Nous sommes restés unis et déterminés. Mais ce n'est plus suffisant. Et nous avons affaire à forte partie, puisque les alliés naturels de l'oligarchie militaire, ses complices, ses mercenaires, ses relais, ses plumes, ses piques-assiettes, à un moment désorientés, n'ont pas tardé à comprendre que les jeux n'étaient pas encore tout à fait faits, qu'ils avaient encore une chance de rétablir la situation en leur faveur et que leur maître restait très fort, que c'était encore lui qui distribuait la soupe et que le Hirak n'avait pas encore réussi à concrétiser ses objectifs trop généraux, sans véritable feuille de route, sans réelle stratégie. La première frayeur passée, ces gens-là, qui attendent juste le moment de changer de camp pour toujours rester là où tombent les plus grosses miettes, ces gens-là ont éventé nos faiblesses et ils s'y sont engouffrés pour nous diviser encore plus, pour semer la zizanie en notre sein, pour nous décourager, voire même pour nous débaucher, pour nous recruter, faire de nous les agents de leur maître contre notre propre peuple.
Et cette campagne électorale scélérate, qui a investi des sommes fabuleuses en ces temps de disette, en ces temps où les gens meurent de faim, où ils n'ont pas suffisamment d'argent pour se soigner, pour envoyer leurs enfants à l'école. Ces temps de disette. Ces gens-là ont donc un tout autre objectif que celui de doter le peuple d'une institution législative qui n'est que de pure façade. Encore une fois, comme toutes celles qui l'ont précédée. Une initiative mûrement réfléchie qui vise à faire basculer les équilibres, à changer le rapport de force pour pousser la contestation à l'impasse, à la cacophonie, et donc au découragement, et donc à la démobilisation. C'est pour cela que le Hirak du V118, celui du vendredi 118, celui de demain, sera particulièrement important, voire crucial, voire déterminant. Il n'a pas le choix, le V118. Il devra être, demain, la manifestation la plus importante depuis le début du Hirak. Il devra apporter une réponse très forte à ceux qui ont mis en branle ce train noir des législatives scélérates et agir comme un véritable électrochoc des consciences assoupies, anesthésiées par une propagande insidieuse qui a réussi à tromper de très nombreux Algériens. Malheureusement, il faut le dire, il faut le reconnaître. Un V118 dont l'impact sera comme un catalyseur pour faire repartir le train de la liberté. Nous ne devons pas perdre de vue que le régime, ce régime, cette mafiocratie qui a fait ses preuves en termes de mafia, en termes de pillage, en termes de dévastation, que ce régime a réussi à dévoyer plus de 17 000 jeunes, 17 000 candidats, 17 000. Ces malheureux candidats à l'assassinat de leur propre nation. Nous ne devons pas oublier leurs familles, qui vont naturellement les soutenir, leur entourage, ni oublier les sommes colossales qui ont été investies dans cette arnaque, plus de 880 milliards de centimes. En plus de tous les moyens, tous les effectifs, tous les services, toutes les servitudes, toutes les facilitations qui ont été dévolues à cette machination contre le peuple algérien. En plus de tous les médias, tous les relais sociaux, toutes les zaouïas, les tribus, les partis politiques maisons, les barons du trabandisme, les milliardaires Baggara et tous ceux qui auraient trop à perdre avec la chute de ce régime. Mais tout cela ne sera rien et ne représentera rien si le Hirak entre dans une véritable phase où l'escalade pacifique sera l'objectif de tout le monde, pour préparer une très forte contestation. Nous sommes réellement à la croisée des chemins. Nous ne pouvons pas nous permettre de dilapider un tel capital révolutionnaire. Un Hirak de 2 années. Nous ne pouvons pas lésiner avec l'avenir même de notre pays, de nos enfants. Nous ne devons plus avoir peur des mots et clamer très haut, très fort, que l'avenir de notre pays est entre nos mains et seulement entre nos mains. C'est nous qui allons décider. C'est le peuple algérien dans son entièreté, dans sa diversité, qui va décider. Si nous laissons notre avenir entre les mains de cette mafiocratie, entre les mains de ces nervis, de ces mercenaires, de ces partis politiques maisons,
de ces candidats qui, pour la plupart d'entre eux, ne savent même pas à quoi ils s'engagent. Alors, nous devrons nous préparer au pire. Désolé de le dire comme ça. C'est maintenant que ça doit se passer. L'heure a sonné et l'alarme aussi. شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش مزبلة واجدة والتاريخ ياخو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير فتات لمي ما نسات كبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو كي جدي عليها مات يا الخاين ضاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك بضيبع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خديك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من ريفولوسيون باسيفيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش شقا ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخدك بالبوليتيك توكسيك راها توكسيك تتنحو كاع بيك من ريفولوسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال شاب زوالي من التخمام غرقتو في الزط لا راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال وحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلالين مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل درنا ومبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين حرية لا بديل درنا مبقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وليل ما رانا راجعين توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خدك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك اسمع السون استغل دي توكسي نقيلك ودنيك يا بنتي ما نهناش ملكية ما نهضراش واش ما خسرنا. V118, la réponse du peuple à la farce électorale, c'est plutôt la réponse du Hirak à la farce électorale, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai avec moi Moussab Hammoudi, chercheur en sciences politiques à l'EHESS. Moussab, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation, le bonjour à l'équipe technique, aux invités, aux téléspectateurs. Merci. Boukhalfa Ben Mamar, journaliste, militant politique. Boukhalfa, merci d'être là. Bonsoir Jamal, bonsoir l'invité. Merci pour l'invitation et c'est toujours un plaisir de venir débattre un peu de la situation. Chaban Kassi qui va nous gratifier de quelques bonnes nouvelles, j'espère. Exactement. Bonsoir Jamal. Bonsoir Chaban. Bonsoir aux invités. Et nous recevrons par téléphone avant de commencer l'émission des hirakistes depuis Alger, parmi les plus visibles, pour nous dire un peu comment ça se prépare pour la réponse de demain à l'ouverture de la campagne électorale scélérate du régime qui tente coûte que coûte de passer en force et d'imposer des élections boycottées massivement par avance. Nous aurons avec nous donc Samir Belarbi, militant politique, Abdelmalek Sabahi, militant politique, activiste à Bjaya, Qasim Saïd, blogueur, activiste du Hirak à Wahran, Maître Boujem'a Achir, avocat à Constantine. Nous allons commencer par Samir بالعربي. سمير بالعربي مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي جمال. وعليكم السلام خويا سمير، مرحبا بك، بارك الله فيك. يعيش
سمير بالعربي، اليوم تفتحت الحملة الانتخابية كما يقولوا لها هما، ولكن النظام هذا هو على باله باللي مهم جدا أنه النهار هذا يفوت لاباس، باسكو متبوع بالحراك الجمعة 118، وراهو خذا كل الإجراءات كما يقول هو باش يطوق المدن وين يجرى فيها الحراك يعني بصفة عادية. خطاش على باله باللي لو كان يفوت الحراك الخطره بالجمعه بصفه يعني ضخمه، الامور قادره تتغير عليه وقادر ما يفوتهاش كما معول يفوتها. سمير بالعربي. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. شكرا مره اخرى على الاتصال واتاحه الفرصه للمشاركه معكم في تغطيه احداث الحراك الشعبي المبارك عبر قناه المغاربيه. نحيي بالمناسبة كل صحفيها وتقنييها ومشاهديها في الداخل وفي الخارج. شكرا. نشكركم على الجهود الجبارة اللي تقوموا بها أسبوعيا في نقل الحدث وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة. شكرا. غدا الجمعة 118 أظن لن تختلف عن الجمعة 117 في إرادة الحراكيين والحراكيات في كل الولايات في النزول للشارع من أجل مواصلة نضالهم السلمي للتعبير عن مواقفهم السلمية من كل الأحداث التي تقع أسبوعيا، للتعبير عن رفضهم لاستمرار هذا النظام ورفضهم للمسرحية الانتخابية الثالثة التي يريد النظام تنظيمها منذ فبراير 2019. لكن الأمر هذه المرة يختلف عما حدث في 12/12 وأول نوفمبر بدخول مستجد جديد تريد به السلطة والنظام القائم استعمال أسلوب القمع في مواجهة الحراكيين والحراكيات من خلال قمع المتظاهرين سلميا. ولكن سمير بالعربي، انت تقول باللي الجمعه 118 ما تختلفش عن الجمعه 117، ولكن الحراك يعني في اجماله يعني ينتظر اكثر فاكثر باش تكون يعني جواب قوي للنظام على النهار تاع اليوم تاع الحمله الانتخابيه اللي بدات اليوم، وبالاخص الحراك يعني بجملته يتمنى يلتحق به المدن اللي لربما ما يخرجوش كما المدن اللي راهي في الجبهة تاع الحراك. شوف أخي جمال، نعم، من قوة هذا الحراك أنه ما تقدرش تتوقع كم عدد المشاركين، أين سيخرجون، التوقيت اللي راح يخرجوا فيه في الصباح ولا في المساء، لأنه هذا الحراك بعبقرية المشاركين فيه وبإبداعهم لا ينتظر أحد ما سوف يقومون به. ولكن أنا لما قلت لك لن تختلف عن الجمعات السابقة من حيث الإرادة والعزيمة والإصرار والسلمية والوحدة. نعم. أكيد بعدما حدث في الجمعة 17 عندما أراد النظام أن يظهر وجهه الحقيقي المبني على القمع والاعتقالات والرفض للآخر من خلال استعمال أسلوب القوة، أنا أتوقع أن عدد المشاركين سيكون أكبر، لأن الجمعة اللي فات التي جاءت في مناسبة عيد الفطر المبارك كان هناك كثير من المشاركين فيها غابوا بسبب سفر، ولكن أنا مقتنع أنهم غدا سيعودون. حتى المظلومين الذين لم يشاركوا في الجمعات السابقة سيعودون غدا إلى الشارع لتأكيد إصرارهم على حقهم في التظاهر السلمي المضمون دستوريا وقانونيا، والذي يحميه هذا الدستور الذي فرضوه على الشعب الجزائري، والذي أيضا الحراك لا يتناقض كما يقول عبد المجيد تبون مع برنامجه. لذلك التخوف هو أن يزيد قمع السلطة من أجل بث الرعب والخوف في نفوس الحراكيين، خاصة وأنه يتزامن مع بداية الحملة الانتخابية. النظام يدرك أن كل المترشحين، أحزاب الموالات، تسمى المعارضة، القوائم الحرة، لن تستطيع إقناع
الجزائريين بالمشاركة في مسرحية انتخابية ينظمها النظام، يشرف عليها النظام، تحرسها الأجهزة الأمنية من البداية إلى النهاية، من دفع الملفات الترشح إلى فرز ملفات الترشح إلى إعلان النتيجة يوم 13 جوان. هم يدركون أن كل هذا الخليط من المترشحين غير قادرين على تغرير الشعب الجزائري بالمشاركة، فلم يبقى للنظام سوى وسيلة القمع من أجل فض الحراك السلمي الشعبي الذي لا يريد أن يتنازل عن حقه في بناء جزائر قوية، جزائر لا تقصي أحد، جزائر يشارك في بنائها الجميع. أنا أتوقع أن غدا سيكون هناك رد كبير من الحراكيين والحراكيات في كل الولايات على ما قامت به السلطة في الأسابيع القادمة. سيكون التأكيد على رفض المشاركة في انتخابات مزورة مسبقا، ونحن نصر على أنها مزورة مسبقا، وصور التزوير كثيرة ومتعددة، على رفض الانخراط في مسعى تنظمه هذا النظام الذي لم يختلف عن النظام السابق. شكرا سمير بالعربية، إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. بارك الله فيك. معنا ماتر بوجمعة أشير، avocat من قسنطينة. ماتر بوجمعة أشير، ميرسي d'être avec nous. مرحبا بك. مرحبا بك. أهلا. مرحبا بك. يسلمك. قسنطينة ما هي واش راهو يعني يكون غدوة الحراك؟ Quel va être le V118 à Constantine? Et nous avons appris que comme les autres villes, comme Wahran, comme Annaba, comme Skikda, comme Sétif, comme beaucoup d'autres villes, Maaskar Bel Abbas, sont quasiment en état de siège, sous blocus. Est-ce que Constantine va pouvoir demain se déployer en fonction de cet événement qu'est l'ouverture de la campagne électorale aujourd'hui? Demain à Constantine ou ailleurs, parce que ça sera après les événements de la semaine passée, de la 117. C'était des arrestations ciblées pratiquement, parce que le pouvoir a essayé de cibler certaines thèses, certains professeurs, certains intellectuels, et pour les présenter justement pour voir exactement, connaître sur place, à son avis, des instigateurs et des légions du Irak. Parce que ça a commencé avec l'instruction du ministre de l'Intérieur, qui a essayé de justement d'avoir justement comment les gens se comporter avec une demande justement d'autorisation. Malheureusement, personne n'a demandé cette autorisation. Donc, la semaine passée, ça a été justement la continuation justement de la démarche du ministre de l'Intérieur pour voir exactement et connaître justement les instigateurs, des chefs justement du Hirak. Mais est-ce que les Constantinois, les Hirakis constantinois, ont conscience de l'importance de la journée de demain, de V118, en réponse au lancement de la campagne électorale aujourd'hui? C'est sûr, pas seulement par rapport à la campagne électorale, mais pas comme réponse aussi à ce qui s'est passé la semaine passée, parce que quand même il y a des arrestations comme ça, à l'aveuglette, avec des personnes c'est très connues dans la ville, et même en dehors de la ville, en Algérie, même ailleurs. Comme exemple, il y a le professeur Mimouni, il y a des gens aussi de Hirak qui étaient des gens de grandes familles de Constantine, de Chouhada. Je vous donne l'exemple du fils de Kétoni Abdelmalek. Kétoni Abdelmalek a été arrêté, qui est historien d'ailleurs, qui est un grand intellectuel. Un universitaire de très haut vol, reconnu mondialement, qui a été arrêté comme un vulgaire. Voilà. Donc ça sera demain, ça sera justement une réponse. Ça sera la réponse justement pour
Mais est-ce que vous ne pensez pas, avec tout le respect que je dois à tous les universitaires, tous les hirakistes emblématiques qui ont été arrêtés injustement, est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'avoir conscience de l'importance de demain, non pas par rapport à l'arrestation de ces illustres hirakistes, mais réponse à la journée de la campagne électorale, qui pour le régime représente énormément. Lui, il le sait, et c'est pour ça qu'il est en train de mettre autant de moyens pour dissuader le Hirak. Il sait que si le Hirak demain passe en force, ça pourrait compromettre très gravement la suite des événements qu'il a prévus. Mais d'après les déclarations de certains responsables, ils essaient justement par tous les moyens d'étouffer le Hirak. Parce qu'ils disent que la vie des Algériens, elle doit reprendre comme elle était avant le 22 février. Donc, malheureusement, les Algériens ils veulent bien justement retourner à la vie normale, mais avec un changement, parce qu'il y a des sacrifices. Depuis le 22 février 2019 jusqu'à maintenant, il y a des sacrifices, des arrestations. Il y a beaucoup de choses qui ont passé dans cette période, mais malheureusement, le pouvoir n'a pas su justement gérer cette situation. Il essaie justement de reprendre sa culture connue, c'est la répression, la judiciarisation justement des actes justement d'expression pacifique. Donc il y a la police et la justice qui vont faire leur travail. Merci beaucoup. Au plaisir de vous retrouver, Maître Boujema'a Achir. Avec nous, Qassem Saïd, blogueur, hirakiste à Wahran. Qassem Saïd, merci d'être avec nous. Qassem Saïd, مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للجميع. وعليكم السلام، شكرا. واش خويا الأمور في وهران اللي على بالنا باللي تحت حصار حقيقي يعني خاطر شي وهران اللي هي المدينة الثانية بعد العاصمة، مهمة جدا بالأخص في عيون النظام اللي خايف لما وهران تخرج تدي وراها وتجلب معاها كل الغرب الجزائري. Donc c'est une plaque tournante quasiment vitale pour la survie du régime et c'est pour ça qu'il a mis autant de moyens pour empêcher que le Hirak ne prenne vraiment في وهران. واش تقدر تقول لنا قاسم سعيد على الجمعة 118 تاع غدوة؟ نعم أخي بن شنوف، إذا غدا الجمعة 18 بعد 100 من الحركة الشعبية الجزائري. طبعا في مدينة وهران هناك حصار أمني كبير وحشود أمنية كبيرة على هذه المدينة وعلى هذه الولاية، ابتداء من ساحة أول نوفمبر المحاصرة تقريبا بصفة يومية، يعني في ساحة أول نوفمبر وحتى بشوارع المحاذية، طبعا خوفا من التظاهرات المفاجئة. طبعا غدا الجمعة كالعادة ستكون الحشود الأمنية، هناك حصار كبير حقيقة على هذه الولاية. المتظاهرون دائما يريدون التظاهر في هذه الشوارع ولكن يمنعون عن طريق الاعتقالات العشوائية كما هو معروف، يحاولون التظاهر في بعض الأزقة، ولكن الملاحقات الأمنية دائما خاصة بالزي المدني كما هو معروف أخي بشنوف. إذا بالنسبة لي الجزائر العاصمة، أنا أعتقد أن غدا هي جمعة فيصلية بالنسبة للحراك، لأن الحراك غدا يكون في منعرج خطير. هناك أخبار عن توافد مجموعة من المتظاهرين، عدد هائل من المتظاهرين إلى الجزائر العاصمة من أجل فك الحصار المفروض. إذا غدا ستكون المعركة على من يفوز بالمكان ومن يفوز بأماكن التظاهر. يعني لاحظنا في الأسبوع الماضي بأن الأجهزة الأمنية قامت بحصار المتظاهرين يعني في الشوارع وفي الأحياء الشعبية وعند مخارج المساجد، وحالت دون نزول المتظاهرين إلى وسط العاصمة. طبعا العدد لم يكن بالقدر الكافي مع ثاني يوم للعيد،
نترقب غدا جمعة كبيرة جدا ستكون فيها حشود هائلة، ستكون متحدية طبعا للجحافل الأمنية المتواجدة غدا، والتي استخدموها حقيقة من الولايات المجاورة كلها إلى الجزائر العاصمة من أجل منع التظاهر. أخي الكريم، أنا أعتقد أن الجزائر العاصمة ستحرر الجميع وكل الولايات الغربية المحاصرة. إذا كانت هناك مظاهرة كالعادة سيتحرر الجميع وتكون مظاهرات وسيخرج الجميع في الجمعات القادمة. إذا غدا سيكون يوما مشهودا بالنسبة للحراك الجزائري. شكرا قاسم السعيد، إلى اللقاء بربي إن شاء الله. معنا آخر مكالمة من عبد الملك صباحي، militant politique حراكيست à Bjaya. عبد الملك صباحي, merci d'être avec nous. Assalamu alaikum, bonjour. Bonjour à tout le monde, bonjour aux invités, bonjour à nos auditeurs. Merci. Donc, bonjour à toi, c'est Jamal. Merci beaucoup. Donc voilà, demain, comme vous le savez, demain c'est le vendredi 118, c'est l'acte 118. Vous savez que demain c'est un tournant très important pour le Hirak. Oui. Et je pense que demain il va y avoir une marche, il va y avoir un monde fou, surtout les gens sont déterminés, donc il n'y a pas de souci. Maintenant le Hirak il est dans les esprits. Et ce pouvoir doit comprendre que le peuple est déterminé justement à arracher sa souveraineté, à aller jusqu'au bout de son combat, de ses revendications légitimes. Donc il va y avoir, nous pensons qu'il va y avoir une répression. Mais c'est pas ça qui va arrêter les gens de marcher. Les gens, donc il est déterminé. Ce n'est plus un Hirak comme ça, c'est un Hirak d'esprit. Il est ancré dans l'esprit. Et ça, le pouvoir doit le savoir. Il doit prendre cette évidence en compte. Il doit revenir à la raison. Il doit écouter ce peuple. Ce peuple ne s'arrêtera pas. Nous allons marcher ce vendredi, nous allons marcher le vendredi prochain, nous allons marcher jusqu'à l'aboutissement de... ولكن عبد الملك صباحي, malheureusement, il faut dire, pour dire les choses comme elles sont, avec la propagande du régime, avec les centaines de médias qui sont à sa dévotion, avec ses relais sociaux, ses Zouis, ses Arouches, ses tribus, ses barons de la contrebande, tous ces relais, le régime parvient quand même à tromper beaucoup de nos compatriotes, à leur faire comprendre que l'avenir du pays se joue à partir d'aujourd'hui avec cette campagne électorale. Et il ne leur dit pas, bien sûr, que ce sont les mêmes qui ont plongé le pays dans la ruine, qui sont en train d'organiser d'autres élections. C'est les mêmes, hein, la commission de surveillance des élections, les barons du régime, l'armée, la junte. Et, au moment où les médias algériens, au moment où les influenceurs algériens ne parviennent pas à faire porter leur voix jusqu'à certaines de nos régions qui sont enclavées, prises en otage, coupées du reste du monde. Comment faire, d'après vous, pour essayer justement de créer une sorte de jonction entre les localités les plus hirakistes, celles qui sont au front, et les autres qui sont un peu plus tièdes, j'allais dire? Vous savez, c'est Jamal, aujourd'hui ce qu'il faut comprendre, c'est que le Hirak est arrivé à une étape de défiance. Aujourd'hui, le pouvoir, il est en train de défier le peuple. Donc aujourd'hui, il est très important. Il est important justement de comprendre cette étape, d'être lucide et de faire appel à la sagesse et à l'intelligence. Nous devons passer à d'autres actions plus intelligentes. Aujourd'hui, il doit y avoir une jonction entre les syndicats à nous qui sont en train de manifester actuellement, qui sont en grève. Il doit y avoir une jonction. Il faut aller vers unis. Nous devons nous entendre justement. Qasem Saïd, pardonnez-moi, je me vois contraint de vous interrompre. La communication est très mauvaise. Abdelmalek Sabahi, pardon, excusez-moi, je suis obligé de vous interrompre. En tout cas, merci beaucoup. Et nous revenons sur le plateau. Chaban Qassi, alors les nouvelles.
Alors bon, rebonsoir les nouvelles, on va revenir sur cette affaire de ces jeunes femmes qui ont été agressées, violées donc hier. En tout cas que leur nombre a été revu à la baisse. Il s'agirait de 9 enseignantes plutôt que de 12 ou Exactement, de 10. En tout cas la presse française et internationale en parle, mais on peut dire tout de même, ce qui est malheureux, c'est que c'est passé inaperçu. C'est une affaire, enfin en tout cas à mon sens, il faut imaginer ça dans un pays de l'Occident, 9 agressions, enfin même une seule agression comme ça dans une agression, vous êtes gentil, oui, des viols. J'y viens, des viols, des vols aussi. Vous imaginez bien que ça aurait fait la une de la presse, des procureurs, des conférences de presse, etc. Donc à mon sens, c'est passé inaperçu. Donc vous le disiez, elles auraient subi un viol collectif pendant 2 heures, un vrai supplice, lâche, inhumaine, des vols aussi, PC portable, téléphone, on en parlait hier, donc je vais un peu vite, de l'argent. Alors il s'agit d'un viol commis dans un logement de fonction, au milieu d'une école. C'est ça. L'école n'est pas gardée, les forces de sécurité ne répondent pas au téléphone. Après le viol, on s'est contenté de les évacuer dans une autre wilaya. Il n'y a pas eu de visite du sous-préfet, ni du wali, préfet, ni du ministre, ni du président de la République, ni même de messages de soutien émanant de monsieur le président de la République. C'est comme si ce régime faisait tout pour étouffer cette affaire. Écoutez, c'est le mot en tout cas que j'ai employé. Donc hier, Méziane Myriam nous confirmait bien que 2 d'entre elles ont été poignardées et se trouvent à l'hôpital dans un état critique. Bon, entre-temps, le ministre algérien de l'Éducation nationale, donc Ouadjadout, s'est exprimé, la justice suivra son cours et tout individu impliqué dans l'agression infâme dont ont été victimes des enseignantes innocentes aura donc la peine qu'il mérite. Effectivement, pas réellement de remue-ménage derrière cette affaire. Vous disiez à l'instant que l'école n'était pas gardée. Certains disent justement au niveau du pouvoir que ces écoles ont été gardées. Gafour Ben Salman, qui est secrétaire de la Wilaya et du syndicat national des travailleurs et de l'éducation et qui est aussi maire de cette ville, dit clairement il fait office de gardien, donc certains notamment dirigeants, mais je peux vous assurer que les 12 écoles que la commune gère n'ont pas de gardien. J'en ai fait la demande en saisissant le ministère de l'Intérieur, ça n'a jamais été le cas, donc elles n'ont pas du tout de gardien ni de protection, et il dit clairement qu'aucun de ces établissements n'est protégé par des gardiens. Donc plusieurs plaintes ont été déposées par notamment le maire de cette ville ou encore les enseignantes, et ce n'était pas le cas. Le RCD donc s'est prononcé là-dessus. Mohsen Belabad qui dit que c'est un acte d'un autre âge, qui pose avec acuité la fragilité lancinante du statut de la femme en Algérie. Avant de m'en arrêter là-dessus, un témoignage donc qui est notamment sur cette grande page Facebook Femmes algériennes, qui a été aussi relayée entre autres par Choufchou. Voilà ce que dit cette jeune femme: je suis une fille de la région et collègue, pourquoi ils veulent étouffer l'affaire? Vous en parliez, je ne comprends pas, je vous donne des détails. Donc apparemment ces hommes-là sont intervenus vers 14h pour commencer, il n'y avait personne et ils y sont retournés à 4h du matin, ils étaient armés, ils les ont agressés, frappés. L'une d'entre elles, elle a aujourd'hui 16 points de suture, elles ont été violées. Voilà ce que nous dit le témoignage de cette collègue témoin. Donc ces questions, pourquoi ils veulent étouffer l'affaire, pourquoi la vidéo de la rencontre qui a eu lieu entre ces victimes et le wali d'Adrar n'a pas été diffusée. Et je rappelle que vous avez essayé de les joindre tout à l'heure par le biais d'une dame qui les connaît. Vous m'aviez dit qu'elle avait peur, tout simplement, d'intervenir, qui planait sur cette affaire comme une sorte d'omerta, que des menaces diffusent pour dissuader quiconque de parler de cette affaire. Mais j'ai envie de vous dire, comme malheureusement beaucoup d'affaires en Algérie, et puis on le voit nous-mêmes, c'est vrai que les invités nous font honneur d'être ici, mais lorsqu'il faut faire une enquête et avoir des intervenants qui veulent s'exprimer à visage découvert, c'est toujours compliqué en Algérie, car il y a énormément de représailles. Demain, le vendredi, donc 118, vous le savez, rien ne va plus entre le pouvoir et le Hirak. Alors le pouvoir qui joue, je vais très vite là-dessus, mais c'est important de le rappeler, notamment sur plusieurs tableaux, aussi la séduction, le 22 février qui est béni, on rappelle les frontières, des grâces présidentielles, de l'eau en guise de carotte, même si on est en 2021, je pense que l'Algérie et les Algériens devraient avoir de l'eau un peu partout dans le pays. Et puis de l'autre côté, vous le savez, fermeture de la capitale, des arrestations et des condamnations maintenant de plus en plus, plusieurs semaines et sans limite depuis, mais les Algériens ne lâchent rien, même si le pouvoir tente de stopper et mettre fin à cette révolution. Vous l'avez compris, c'est peine perdue.
perdu. Donc demain est une journée cruciale, une campagne qui s'annonce donc sur un ton de répression. Vous allez en parler, mais à l'heure actuelle, on a 1483 listes de candidats. Je ne rentre pas trop dans les détails, 837 notamment chez les listes d'indépendants et 637 chez les politiques. Quelques chiffres avant de vous quitter là-dessus. On rend hommage à 3 détenus à la prison d'Oran qui sont en grève de la faim maintenant depuis 3 semaines pour contester leur détention arbitraire, a déclaré leur avocat Omar Boussag. Alors rapidement, il s'agit de Tarboutage, 43 ans, depuis le 25 avril en grève de la faim, de Yasser Louibeh, 19 ans, et Mustapha Guira, 56 ans, en grève de la faim. D'autres chiffres, il faut savoir que l'Algérie dégringole dans le classement mondial de la liberté de la presse. Elle est sur 146e sur 180. Il y a la semaine dernière, le Comité national libération des détenus évoquait 60-65 personnes arrêtées, recensées, liées au Hirak et à la liberté d'expression. Aujourd'hui, on n'est pas loin des 130-135 personnes en l'espace de 8 jours. Et puis la semaine dernière, on parlait de 700-1000 personnes dans le cadre du vendredi 117. Qui avaient été arrêtées, c'est du jamais vu. Imaginez 1000 Algériens mis en garde à vue. Et on a eu 31 personnes, 23 à Sétif, 8 à Bab el-Oued qui ont pris entre 1 an et 18 mois ferme. Et 13 autres sont incarcérés aujourd'hui en attente de leur procès. C'est quelques images sur Amnesty International puisque la diaspora est présente. Elle s'est rendue aujourd'hui au siège d'Amnesty International à Paris. Voilà, de les attarder, de les informer, c'est ce que nous disait un militant tout à l'heure, et de passer notamment à la vitesse supérieure. En tout cas, les réponses, elles ont été bonnes puisque Amnesty International a dit clairement que le combat est le vôtre. Il y avait près de 200 personnes de la communauté de la diaspora aujourd'hui à Paris pour soutenir le Hirak et soutenir ce vendredi 118. Chaban Kassi, merci beaucoup. À demain, j'espère. Alors, non, demain c'est vendredi. Oui, mais on demain, se verra quand même. On pourrait, mais on se verra quand même. Oui, certainement. Alors, à nous trois, donc, mes chers amis, Boukhalifa Ben Mamar et Moussa Hamoudi. Mais avant, je voudrais vous montrer une image pour vous dire que rien n'a changé depuis que ce régime est à la tête de ce pays. Et à chaque fois, on nous passera une petite image ou une petite vidéo pour remettre les choses, comment vous dites, à leur diapason. Boukhalifa, le musicien, au diapason. Au diapason de quoi? De la réalité. Oui. Alors, nous allons écouter M. Bouteflika. ربما لا تعرفون بأن بلدكم الآن لها القدرة لتستضيف 2 لكوب دي موند، 2 مش وحدة. ربما لا تعرفون بأن بلدكم الآن لها القدرة لتستضيف 2 لكوب دي موند، 2 مش وحدة. Boukhalifa. Par quel bout commencer Par ce bout-là de ces gens qui ont plongé le pays dans le désastre. Et c'est les mêmes, hein. Bouteflika ou Tebboune ou Gaïd Saleh ou Shingareha, c'est les mêmes. C'est les mêmes, ils sont passés au cannibalisme politique, ils se sont entrebouffés, ils sont mis en prison, c'est pour nous jeter des gens en pâture. Mais les mêmes restent au pouvoir. Et vous les voyez, ils continuent de mentir, comme montait Bouteflika, comme montait Boumediene, comme montaient tous les autres qui ont été à la tête de ce pouvoir. Fondamentalement, l'ère Bouteflika a quand même propulsé l'Algérie dans la corruption, dans toutes ses profondeurs. Donc, on en est parce qu'il y avait beaucoup d'argent. C'est parce que s'il y avait eu autant d'argent du temps de Boumediene ou du temps de Chadli, ça aurait été pareil. Quand on a 1500 milliards de dollars à dépenser... À la disparition de Boumediene, on avait eu quand même des milliardaires qui s'en sortent. Oui. Avec le peu qu'il y avait. Oui, avec... voilà. Donc, mais par contre, sur les 20 dernières années, donc c'était la corruption à proprement parler, on rajoute la dizaine d'années des années 90. C'était le début de la société de consommation, des programmes d'importation et de la tuerie en masse. Voilà. Donc, paradoxalement, on est dans une forme de continuité. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une détresse. Il y a une détresse à la fois... la situation en Algérie n'est pas reluisante. Hein. Donc aujourd'hui, les gens se donnent le change parce qu'ils sont dans une dynamique de changement, donc ils aspirent
de lendemain meilleur. C'est le Hirak qui est dans une dynamique de changement. Oui, bien sûr. C'est pas le régime, bien sûr. Non, non, le régime, au contraire, est l'antithèse même de tout changement. Et tant qu'il n'a pas compris qu'il devrait peut-être revoir sa position, parce que c'est lui qui pousse la société par ses truchements, il veut aller à l'affrontement. Et là, mais ce n'est pas dans son intérêt, Boukhalifa. Non, pourquoi ce régime n'opte-t-il pas, s'il était un temps soit peu doué d'intelligence, pourquoi n'opterait-il pas pour une transition qui lui laisserait le temps de partir en douceur, de négocier les conditions de son départ, et puis surtout de ne pas assister à la bérésina qui va nous tomber sur la tête, la crise économique? Alors, n'importe quel étudiant en sciences sociales vous expliquera qu'il y a quand même une espèce de déni de la réalité, d'une part, et d'autre part, c'est une forme de schizophrénie. Il ne faut pas se leurrer. Il y a 30 ans en arrière, ce pouvoir-là était prêt à sacrifier 3, 4, 5 millions d'Algériens. On s'en fout. Donc, qu'est-ce qui a changé? Rien, pratiquement rien du tout. Aujourd'hui, il y a plus d'Algériens en termes de démographie, mais c'est une société qui pose d'autres problèmes aujourd'hui. La société algérienne pose des problèmes autrement beaucoup plus complexes que celles des années 90, de celles de la fin des années 90. Le régime est incapable d'apporter des réponses à ces problèmes-là. Nonobstant les questions de légitimité qui sont au cœur de la confrontation et de la double rupture que vit le peuple algérien avec le pouvoir, à la fois sur le plan épistémologique et à la fois sur un plan relationnel tout court. Il y a une rupture. Donc le pouvoir tente, depuis 2 ans, à travers des élections, les élections du 12 juin qui arrivent, elles sont placées sous le ciel de la corruption, et c'est l'argent qui est au cœur de ces... Quand on arrive à dire qu'on va mettre 30 millions, 300 000 centimes aux mains de 2 jeunes députés, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? Donc c'est un réflexe de survie qui dénote réellement sur les intentions réelles de ce pouvoir. Un pouvoir qui s'accroche. Oui, qui s'accroche, qui ne veut pas partir. S'accroche de manière irresponsable. Oui, y compris pour lui-même. Oui, compris pour lui-même. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui sont en prison, pour délit d'opinion. Donc nous, on est redevable vis-à-vis de ces gens-là, parce qu'ils ont consenti à ce qu'ils soient privés de liberté, parce qu'ils portent cette dynamique de changement. Le simple fait d'aller manifester un vendredi ou un mardi est un signe important d'engagement en faveur d'un changement quand même qui est censé ouvrir je n'aime pas trop le terme, mais des couloirs d'espérance. Les gens ne seront plus obligés de prendre des floukas pour aller traverser la Méditerranée, pour aller se retrouver ailleurs. C'est quand même important. Alors, Moussab Hammoudi, avant de vous donner la parole, nous allons écouter un autre monsieur qui est un peu dans le même registre. Mais avant, j'aimerais que vous nous disiez votre avis sur ce que vous venez d'entendre, mais aussi sur cette obstination de ce régime. C'est un peu comme les gens qui sont addicts à une drogue très forte, un peu comme ces cocaïnomanes qui sait que ça lui fait mal, que ça le détruit, que ça le ravage, mais qui ne peut pas s'empêcher de continuer à en prendre, quitte à vendre ses enfants, j'allais dire. Mais nous allons écouter d'abord M. Ould Abbas. مثلا نتصاوب في 2019 ومازال نتصاوب في 2024 و2029 و2034 2034 يكون عندي قرن في عمري ان شاء الله قرن ونكون معاكم ما تخافوش لي روم يطاوروا راهم غالطين nous sommes comme les oliviers de la Kabylie. Les oliviers de la Kabylie, الزيتون تاع بلاد القبائل يشد 2000 سنة. أنا ماشي 2000 100 سنة كافي. C'est incroyable. Les oliviers de la Kabylie. Ils sont même pas faits en démagogie. En populisme, ils ne savent pas faire. Moussab. En fait, tout ça, c'est la mentalité militaire. La mentalité militaire ne sait pas faire de la politique, donc ne sait pas faire le fait politique avec tout ce qu'il implique.
la mentalité politique, ça impose une vision aux civils, dramatiquement, mais surtout, ça n'apporte rien et ne souhaite pas avoir de citoyens, elle ne souhaite qu'avoir des pantins et des larbins. Donc, à ce niveau-là, rien de choquant parce que le système, le régime militaire algérien, ça a tout le temps été comme ça. Et cet entêtement, c'est le propre de la mentalité militaire. Comment elle cède? Sous la pression. Il fallait d'abord provoquer une situation révolutionnaire, on l'a provoqué. Il fallait maintenir le pacifisme, il est maintenu. Maintenant, reste à imposer la pression. Alors maintenant, je dois passer aussi par ce fait divers des enseignantes agressées, parce qu'on ne peut pas le passer sous silence. Ah oui, oui. C'est-à-dire déjà, ça a eu lieu dans une wilaya qui est Borj Baji Mokhtar. Donc, enclavé bien sûr, à l'extrême du monde. Oui, mais il y a des particularités, parce que déjà, le maire s'est prononcé, il a dit qu'il dispose dans sa wilaya de 12 établissements scolaires qui ne sont pas sécurisés. Oui. Il a même contacté, communiqué les faits au ministre de l'Intérieur qui n'a daigné rien faire. Mais c'est intéressant parce que la wilaya de Borj Baji Mokhtar, c'est quand même une zone frontalière avec une zone très dangereuse qui est le Sahel. Donc il n'y a pas de sécurité dans une wilaya qui est à la frontière du Sahel, une zone de conflit. Où sont les éléments de sécurité? Ils sont ailleurs en Algérie en train de réprimer des étudiants. Donc ici, déjà, il y a le message que la corporation des enseignants, parce qu'ici, on va parler du Front social, les enseignants ici, avec cette agression, ils vont se rajouter au PTT, ils vont se rajouter à la sécurité civile, aux pompiers, qui étaient aussi traités de la même façon, et qui disent, particulièrement les enseignants, ils disent nos revendications sont mihaniya wa laysat siyasiya. C'est professionnel et non pas politique. Non, votre problème est politique, et voilà ce qui va vous arriver. Maintenant, revenons à cette histoire de l'échéance prochaine. Le vendredi 118, bien sûr qu'il est crucial, parce que l'escalade s'impose maintenant. Ce n'est pas une escalade qu'on va dire par un vœu pieux, mais c'est la situation qui l'impose. Nous sommes dans une situation d'escalade. Depuis la reprise, le Hirak il est dans une radicalisation toujours pacifique, mais qui va crescendo. Depuis le 117, c'était quand même la grande explosion du Hirak qui est sorti des ruelles habituelles, de son espace habituel pour investir tout l'espace algérois. Contraint et forcé, parce que les forces de police cherchaient à le canaliser pour disperser, pour empêcher la jonction entre les populations est et ouest d'Alger. Et c'est pour ça que le Hirak est sorti de son itinéraire habituel. C'est au niveau de l'information. Mais oui. Déjà, la stratégie du Hirak l'a adoptée. Parce que dans un autre temps, ils auraient pu rester malgré le siège oui. des forces de l'ordre du régime. Donc ici, il a trouvé la parade, ils ont investi les rues. Donc depuis le vendredi 115, ça a changé. Depuis le vendredi 117, le régime est allé dans la répression. Canalisé, un peu maîtrisé, mais quand même répression. Ici donc, quand on parle d'escalade, ce n'est pas que le régime qui la veut ou le Hirak qui la veut, mais c'est la situation qui l'impose. Donc il faut relever ce défi, il faut aller vers cette escalade, parce que les prémices sont là. D'un côté, le Hirak, il est dans la radicalisation pacifique, de l'autre côté, le régime, il est dans la répression tous azimuts. À ce moment-là, donc, les militaires, il faut savoir qu'ils ne peuvent rien faire. Ce qu'on a vu de répression jusqu'à présent, c'est leur limite. Ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas la capacité de fomenter un coup d'État. Ils n'ont pas la capacité de réprimer dans le sang. Ils n'ont pas la capacité, d'ailleurs, de bourrer les centres de police et les prisons de militants. D'ailleurs, il y a certains militants qui disent « Ok, s'ils répriment, nous allons nous-mêmes, de notre propre chef, rentrer dans les camions. Comme ça, on va bourrer la situation. » Ils ne pourront pas la gérer. Et il y a d'autres stratégies, d'ailleurs. Et donc, ici, le régime est devant un problème structurel, parce qu'il a normalement 3 solutions pour régler cette situation de crise. Ou bien aller à la violence, il ne peut pas. Ou bien aller à l'apaisement, il ne veut pas. Ou bien aller au dialogue, il ne veut pas. Donc, qu'est-ce qui reste? S'il n'y a pas cette troisième option, les élections. Ça ne règle pas leurs problèmes, ils le savent. Mais lui espère qu'avec ces élections, il réussira à diviser les Algériens, à éparpiller un peu certains hirakistes, dont beaucoup
on rejoint les élections. Hein, parmi les jeunes alléchés par les 30 millions de centimes, alléchés par beaucoup de choses, beaucoup de hérakistes on rejoint. Ce sont des milliers avec leurs familles, avec leurs amis. D'ailleurs, milliers, c'est vraiment epsilon sur le nombre total des Bien Algériens. sûr, évidemment. Mais aussi, il y a beaucoup de ceux qu'on appelait les index bleus, le fameux Bosba, qui ont voté et qui ont fait le chemin inverse parce qu'ils ont découvert la supercherie du discours du régime on va couper les relations avec la France et l'Algérie nouvelle. Donc ici, il y a des glissements et c'est le propre des révolutions, il y a des reconfigurations. En tout cas, ici actuellement, l'escalade s'impose, il faut mener ce combat, il faut investir les ruelles, il faut investir les rues, même s'ils coupent des grandes artères. Il faut s'immiscer dans toute l'Algérie parce que le bladna, l'Algérie nous appartient. Et d'ailleurs, c'est une situation de toute façon tout à fait normale. De toute façon, on devait y arriver. Nous, on appelait ça depuis juin 2019 parce que c'est la situation qui le dicte. Ce n'est pas la volonté du régime ou du Hirak, c'est une situation d'escalade, donc il faut la mener. Alors, nous allons écouter M. Sellel, puis juste après lui, ce que proposent les candidats aujourd'hui ou les chefs de parti aujourd'hui pour montrer que rien n'a changé. D'abord, M. Sellel. Et nous allons écouter M. Makri, maintenant, 6. الايام بيناتنا اذا صوتوا علينا وكانت عندنا الاغلبيه اعدكم بان نوصل السكه الحديديه الورقله بينا نعدكم بذلك. الخطوط التركيه تهزوا من امريكا وتوصلوا لليابان فيكري في الخطوط التركيه. احنا ورقله هذه موقع جيوستراتيجي تستطيع ان تكون من بين لي سوندر دو ترانزيت ايريان بسبب توسطها بين الجنوب والشمال بين افريقيا واوروبا والمشرق والغرب. Boukhalifa, petit commentaire avant une question. Si vous y tenez. Ça ne mérite même pas le commentaire. Ça ne mérite même pas un commentaire. Non, mais c'est surtout pour montrer que rien n'a changé. Ils nous promettaient la Lune, aujourd'hui ils nous promettent à Ouargla, alors lui-même, le monsieur qui vient de passer, une ligne ferroviaire jusqu'à Ouargla du jour au lendemain, alors qu'il va être que député, il ne va pas être président, il ne peut pas réaliser. Il nous promet de faire au Sahara un aéroport qui sera au même standing que celui de Dubaï et d'Istanbul. Rien n'a changé. Ils sont dans leur... Je peux me permettre de vous rappeler... Et des hôpitaux, 5 hôpitaux. Je peux me permettre de vous rappeler quelque chose que vous avez connu. Sachez, mon cher monsieur, que tout flatteur vit aux dépens de voilà. Celui qui les... Voilà. Donc c'est quand même une insulte à la... Oui, c'est même pas des flatteurs, c'est des menteurs. C'est des menteurs, c'est des fiefs et menteurs. Voilà. Donc ça ne change rien. Mais juste, je voulais reprendre par rapport à ce dramatique, je ne dirais pas fait divers, mais c'est ce qui s'inscrit dans les violences qui sont faites aux femmes en Algérie. Et ces violences, elles sont au pluriel, elles ont une dimension à la fois pas que sociale, elles sont multiples, elles sont multiformes. Il y a des violences qui ont une dimension anthropologique en Algérie concernant les femmes, ne serait-ce que par ce double forfait. On a attaqué le sanctuaire d'abord, l'école. Et deuxièmement, ceux qui prodiguent le savoir. Et troisièmement, c'est des femmes. Parce que je ne pense pas que des hommes auraient été attaqués. Voilà. Quand bien même on aurait voulu leur subtiliser leur téléphone portable ou leurs ordinateurs, ils n'auraient pas été attaqués. Mais c'est un palier encore qui est franchi. Et en même temps, Boukhalifa, c'est les populations qui vont être punies, alors qu'elles n'ont rien à se reprocher. Au contraire, elles sont livrées à elles-mêmes, abandonnées, sans moyens. Et aujourd'hui, les enseignants, et les enseignantes surtout, menacent de ne plus aller dans cette localité. Vous imaginez une double sanction? Mais Jamal, je pense qu'aussi, moi ce n'est pas le but, mais je pense qu'à un moment donné, la société est appelée à se prendre en charge. Je pense que dans une autre configuration, ça aurait été, puisqu'il y a une défaillance, la population... La population devrait y remédier, assurer elle-même
la sécurité de Il faut ces pallier écoles. à l'absence Voilà, des services sécuritaires. C'est ce que font les Algériens. C'est ce que Oui. font les Dans Algériens certaines depuis régions, longtemps. en tout cas, notamment montagneuses, Oui. les populations se prennent en charge en termes de sécurité. Se prennent en charge déjà en termes de survie au quotidien. De survie au quotidien. Voilà. Je vais vous dire, moi, je viens d'une région où l'État ne participe pas du tout à quoi que ce soit. C'est au contraire, c'est toujours une opportunité pour eux de s'enrichir, de détourner et de faire ça. Mais encore une fois, je dirais que ça interpelle aujourd'hui toute la société. Ce n'est pas un fait divers. C'est des violences qui sont faites aux femmes, qui s'inscrivent dans une perspective et qui posent des problèmes. Ouais, mais en tant que fait, c'est un fait divers. Donc ça a eu lieu. On ne peut pas dire que ça n'est pas un fait divers alors que ça a eu lieu. Le fait divers, c'est un fait qui a eu lieu. Non, aujourd'hui, je ne vais pas engager un débat sur la dimension Non, il ne faut pas sémantique. minimiser, parce que si on enlève la qualité de fait divers, c'est qu'on est en train de minimiser. Non, je pense qu'il ne faudra pas qu'on s'engage sur cette prostatologique. Donc je pense que tu pourras poser les postulats que tu veux, mais moi aujourd'hui... Ce n'est pas un postulat, c'est un fait divers, ça a eu je fais lieu. une extension. Je fais une extension. Il n'y a pas de problème, mais le fait doit être interprété. L'interprétation et l'absence de l'État, l'absence de sécurité. Elle est où la sécurité? Elle est disponible, mais elle est mobilisée où? Ailleurs. Mais donc, je pense que... attirer l'attention sur ça. Si tu permets, Moussab, ce que je vais dire tout simplement, c'est que ces femmes ont été agressées parce qu'elles sont femmes d'abord. Ce n'est pas parce qu'il y a absence de sécurité. Absolument. Je vais vous dire, moi j'ai assisté à Il faut une qu'il y ait une agression. enquête, parce que peut-être ça peut être parce qu'elles sont femmes, peut-être parce qu'elles sont enseignantes, peut-être parce qu'on veut faire des discours et attirer l'attention et faire une diversion. C'est-à-dire ici, il n'y a pas d'enquête. Et ça alimente encore l'insécurité qu'impose l'État. Moi, je reste convaincu d'une chose. On est dans une société où le statut de la femme pose problème. Ah oui, bien sûr. Voilà, il pose problème parce qu'on a des visions qui s'entrechoquent. Moi, mais personnellement... C'est que... Vous me permettez. Effectivement, ça c'est une réalité. Mais il ne faut pas aussi écarter que les choses sont structurelles et elles commencent au niveau de l'État. C'est l'État qui est en train de propager une telle culture, c'est l'État qui est en train de propager l'insécurité, c'est l'État qui est en train de laisser les citoyens pour compte. Ça reste une interprétation. Ça reste une interprétation, mais c'est aussi corroboré par des faits. Non, mais ça reste encore une lecture. Pour vous, c'est les citoyens qui sont responsables de leur insécurité et l'État fait tout ce qui... Il ne faut pas, je n'ai pas dit quelque chose de tel. Et ne vous faites pas, ne tirez pas des conclusions de ce que je n'ai pas dit. Je pense que jusqu'à présent, je n'ai pas présupposé ou supposé. Donc vous n'avez pas interprété? Non, vous me reprochez l'interprétation? Non, je ne vous reproche pas l'interprétation, vous m'avez reproché la mienne. Donc moi, la mienne, je l'assume, je la dis. Je dis tout simplement que ces femmes ont subi ce qu'elles ont subi dans ce contexte parce qu'elles sont femmes. Et ça s'inscrit en perspective. Je le mets en perspective, c'est les violences qui sont faites aux femmes. Moi, j'ai assisté à des scènes où j'ai vu des éléments de la police jouer à la police des mœurs, s'approcher des femmes et leur reprocher leurs faits vestimentaires. Et c'est parti, et c'est parti très loin. C'est parti très loin, ce n'est même pas la peine que je le raconte. Pour revenir à... Allez-y, poursuivez. Je voulais juste rajouter aussi que ça interpelle aujourd'hui la dynamique révolutionnaire parce qu'il faudra poser ce genre de problème. La présence des femmes a été au-delà de l'élément modérateur pendant toutes les marches, pendant au moins la première année et demie des marches. Ça a été... Mais vous voyez où aujourd'hui, on veut, d'une certaine manière aussi, exclure cet élément modérateur. Parce que la confrontation, et là où je ne suis pas d'accord, parce qu'il faudra qu'on mette je vous ai entendu à plusieurs reprises parler de tassaïd, de l'escalade, de l'escalade. Je pense qu'il faudra qu'on arrive à mettre un contenu là-dessus. Il faudra mettre un contenu. Parce qu'aujourd'hui, on entend, c'est-à-dire que c'est une situation qui nous est imposée par le fait. Je pense que non. Je pense qu'aujourd'hui, le pouvoir tente d'avoir la main sur l'agenda, sur les événements. Je pense qu'il ne faut pas lui courir derrière. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la confrontation est quelque chose d'obligatoire. Donc aller aux législatives? Non, absolument pas. Comment faire? Absolument pas. Si vous permettez, nous allons revenir sur ce point qui est très important, ce que vous entendez par escalade et les réserves que cela suscite en vous. Mais avant, j'aimerais que nous essayions d'expliquer quelque chose pour que ce régime puisse organiser des élections. Encore, on sait qu'il
Il a tout un arsenal de fraude, de propagande, de médias, de relais sociaux. Mais sinon, il lui faut quand même un minimum d'électeurs pour pouvoir construire dessus, filmer des électeurs en train de rentrer dans les bureaux de vote, dire, c'est comme pour Tebboune. Il y a la répression feutrée. Non, mais attendez, ma question. Alors, pour Tebboune, par exemple, tout le monde sait, tous les observateurs avertis savent que c'est le même chiffre qu'en France. Il a été de 8% de participation. 8% de participation pour les présidentielles. Un boycott massif qui a été monté à plus de 40%, presque 50% ou plus peut-être. Mais le problème est que comment font-ils pour convaincre des gens d'aller dans les bureaux de vote? Je ne parle pas des militaires, des clients du régime, des morts qui votent. Non, mais des gens qui, en toute bonne foi, vont voter, se laissent filmer en train de mettre le bulletin dans l'urne, etc. C'est très important d'essayer de... Allez-y, l'un ou l'autre. Oui. En fait, ici, c'est leur grand problème. Ils essayent de le masquer un peu avec Tebboune, avec les visages politiques. Mais leur problème, c'est que déjà, ils n'ont plus de discours. Il n'y a plus de discours qui va vendre les élections parce qu'ils ont consommé le discours de la nouvelle Algérie, ça n'a pas donné, ils ne peuvent plus le reproduire parce qu'il a démobilisé notamment donc, ceux qui ont voté, les quelques-uns pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur la qualité et la quantité. On n'a pas la qualité, le discours et les visages qui le formulent, donc on va sur la quantité. Plein d'électeurs, de listes, de partis qui vont se lancer, on essaie de les amadouer, ouais, il y a 30 millions dans le jeu. Mais là encore, ils savent que le problème, il est encore ailleurs. C'est qu'ils ont aussi perdu la bataille face au Hirak, la bataille du temps. Le Hirak rentre chez lui quand il veut, il revient quand il veut, il fait son escalade de jour en jour quand il veut. Et donc, ils essayent de gagner, au-delà du temps, l'espace. Ils essayent de contrôler les espaces. Il faut réprimer là, il faut arrêter le mardi, il faut arrêter le samedi, essayer de casser Hassiba, la rue Hassiba à Alger. Et donc, ils sont dans cette situation d'impasse. Ils essayent de montrer qu'ils maîtrisent la situation, mais ils ne maîtrisent pas le discours, ils ne maîtrisent pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils essayent de interdire ces marches pour que le Hirak ne produise pas un discours. Eux, ils ne peuvent pas produire un discours, mais ils doivent aussi faire en sorte que le Hirak ne produise pas un discours. Et pour cela, parce que le discours, c'est dans les slogans, et il est très clair. Donc, ils n'arrivent pas à casser cela, ils ne gagnent pas la bataille de l'espace, et ils perdent celle du temps. Et c'est pour ça que la situation d'escalade s'impose. La silmiya, le pacifisme, est complètement maîtrisé. Donc, on peut se permettre, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il faut dire les choses clairement. Le peuple algérien est dans une guerre contre le régime. Non violente, pacifique, civilisée, néanmoins guerre. Alors, Boukhalifa, même question. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait des boussbal, comme les appellent les Algériens? Qu'est-ce qui fait que certains Algériens votent, qu'ils croient en ce régime? Et généralement, ce sont dans les régions les plus enclavées, les plus misérables, les plus pauvres, où il y a le plus de chômage, où il y a le plus de répression, où il y a le plus d'indignité, d'humiliation. Qu'est-ce qui fait que certaines régions votent et d'autres pas? Alors, pour répondre rapidement, la cartographie de l'Algérie. C'est-à-dire que des fois, on se perd en conjecture. Beaucoup de gens ignorent dans quel pays nous venons. On a une stratification sociologique des régions en Algérie où vous avez des potentats locaux qui ont encore un pouvoir. Les Turcs se sont appuyés dessus, les Français se sont appuyés dessus, le régime de 62 s'est appuyé dessus. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Donc le juge dans une région a moins de pouvoir que le potentat local. C'est le potentat local qui décide qui c'est qui va payer des impôts, qui va aller en prison, qui n'y va pas, qui ressort. À la limite, on se croirait dans une configuration féodale. Et aussi, il y a une clientèle résiduelle du régime, d'une part, d'autre part. Et comme je vous ai dit un peu tout à l'heure, il y a la répression feutrée. Je vais vous dire, j'ai eu la confidence d'un ami intime qui est cadre dans une société nationale. C'est d'une importance majeure en Algérie. Donc, il s'est fait convoquer par son supérieur hiérarchique en présence
de 2 personnes des services de sécurité qui lui ont dit tout simplement qu'il faudra qu'il songe à arrêter sérieusement le fait qu'il manifeste le vendredi. Comme ça, hein? Comme ça, textuellement. Et on lui a dit qu'après les élections, il serait souhaitable qu'il se présente qu'il vienne avec sa carte d'électeur. Avec la mention à voter. Voilà. C'est incroyable. Donc, ça existe encore, ça? Ça existe. Ça existe. C'est quelque chose que nous, on pense qu'on a oublié. Mais le fonctionnement même du régime. Et c'est pour ça que moi, je préfère la confrontation et pas le mot guerre, parce que c'est un mot qui est chargé de sens, de sens et de ses implications. On est dans une confrontation où la société veut avoir ses espaces de liberté, elle veut avoir sa liberté de parler, de choisir ses élus, de vivre dans une société et de vivre sous d'autres paradigmes. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe aussi dans cette direction. Alors je me permets de vous interrompre parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il nous reste 10 minutes. Alors nous allons écouter Mme Khalida Toumi, la démocrate, la laïque qui contre l'usage de la religion à des fins politiques, etc. Puis, juste après, je vais vous demander, il restera à peu près 10 minutes, de nous parler des voies et moyens à déployer au niveau du Hirak pour essayer, j'allais dire, pour utiliser ce terme que je n'aime pas beaucoup parce qu'il fait partie du lexique du régime, pour sensibiliser les gens sur l'importance de demain. Nous allons écouter Mme Khalida Messaoudi. يعرفوا المصلحة ديالهم على بالهم بلي فخامة الرئيس هو اللي رايح يدافع على حقوقهم ورايح يعمل كما عمل كما وافى هو تعهد في السابق في العهدة الأولى والعهدة الثانية تعهد بأشياء لصالح النساء وطبقها عملها والنساء على بالهم باللي بوتفليقة كما كانت الغنية تقول الجيريان وفحل ما يقبلش الدل. إذا الجزائريات على بالهم الجزائريات حرار ما يقبلوش العار ويواصلوا المشوار حتى الانتصار تاع الجزائر وتاع فخامة الرئيس بوتفليقة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. أقول للمرأة الجزائرية أن التصويت كالصيام أو كالصلاة. On aurait pu faire une émission sur ça. Hein. Alors, je vais vous laisser nous dire comment faire pour essayer de faire comprendre à ceux de nos compatriotes qui ne l'ont pas encore compris que demain est réellement un tournant, une pierre d'achoppement pour l'avenir. Moussab, c'est à vous. Oui. C'est à vous. En fait, c'est un vendredi déterminant, mais il n'est pas décisif. Parce que depuis la reprise, et a fortiori depuis le vendredi 115, les choses s'accélèrent et vont crescendo. Donc, même admettant si demain il n'y ait pas ce qui est souhaité, ça ne veut pas dire qu'après-demain, les rues ne sont pas investies et peut-être le Moradia et peut-être le NTV. Donc les choses sont en train de s'accélérer, il faut les voir, on les voit sur le terrain. Ici, le régime, qu'est-ce qu'il fait? Il produit un discours. Nous avons écouté tout à l'heure le discours de Chengueleha, donc depuis la caserne, on est revenu au discours de caserne, où il parle, il dit « Nahnu lahum bil mirsad », nous allons faire face. C'est-à-dire, il est en train de parler du peuple algérien comme un ennemi. Comme un ennemi. C'est pour ça le mot confrontation, on peut le comprendre, nous, en tant que civils. C'est des militaires avec une mentalité militaire. Pour eux, il suffit de s'opposer avec un petit verbe à eux, c'est déjà une guerre. Et c'est surtout le travail de la police politique. Si tu n'es pas comme moi, tu es contre moi et tu livres une guerre contre moi. Et c'est pour ça que les choses doivent être claires. Maintenant, les Algériens doivent investir les rues, doivent mettre les stratégies de lutte, de terrain, du militantisme du terrain, non pas de l'action politique, mais de l'action militante, du militant sur le terrain, et laisser
le régime s'engouffrer dans sa phraséologie parce qu'il n'a pas les moyens de son discours. Il est en train de produire un discours. S'enfoncer, le laisser s'enfoncer. S'enfoncer et lui permettre de s'enfoncer plus. C'est-à-dire, il faut l'étrangler. Parce que ce régime ne comprend pas que la situation est grave. Bien sûr, il y a la crise politique, mais bien sûr, il y a aussi la crise sociale. Et c'est de ça qu'il a peur. C'est la jonction du politique et du social. Et il faut qu'elle ait lieu, mais aussi il y a le grand problème qui va tomber comme un coup de massue sur tout le monde, la crise économique. Et oui, qui risque peut-être de compliquer les choses, mais bien sûr. Et de l'amener à devenir un conflit plutôt social que politique. Ça pourrait le dénaturer, le Hirak. Ou l'inverse. Même le social peut s'engouffrer dans le politique. Dans le politique. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais la question est que ce régime ne fait rien pour comprendre. Et c'est pour cela, d'ailleurs, la nouvelle équipe, cette nouvelle équipe des tawfiqistes, donc, elle est en train d'emboîter le pas à celle précédente de Gaïd Salah. Ils sont en train de commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut les précipiter à la chute. C'est-à-dire, nous avons déjà analysé la période d'Ahmed Gaïd Salah. Elle s'est articulée autour de 3 passages. C'est-à-dire, le premier, c'était le discours qu'on a appelé schizophrénique, c'est-à-dire dire « Ouais, on va vous permettre l'article 102, 7 et 8 », mais faire l'inverse. Ensuite, on a basculé dans un discours de délire, c'est les fameux badicistes et en même temps sclérosés sous forme d'un discours ignoble, criminel de Zouave. Oui. La 3e étape, c'était l'agressivité du discours, et c'est là où Gaïd Salah est fini. Chengriha et l'équipe de Tawfiq, ils sont en train de commettre les mêmes erreurs et ils sont à l'étape finale de l'agressivité. Parce que là, aujourd'hui, il a traité le peuple algérien comme un pire ennemi. On ne l'a pas vu parler comme ça avec le chef d'état-major français, le général Lecointre. Il était en train de faire le sourire, je ne qualifierais même pas. Alors, ici, il faut aller dans cette escalade, il ne faut pas avoir peur. Le régime n'a pas le moyen de ces menaces. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas faire un coup d'État. Il ne peut pas réprimer dans le sang. Il ne peut pas tenir longtemps parce que même les forces de police, elles sont usées et elles ne maîtrisent pas ces stratégies. Pourquoi il ne peut pas réprimer dans le sang? Parce que 60% de ces troupes sont des appelés? Il peut y avoir de ça, il peut y avoir parce qu'il y a des familles, il y a des femmes, il ne peut pas soutenir, enfin lui c'est un régime barbare donc il peut le faire, mais l'image qui va se projeter, il ne peut pas la supporter parce qu'il y aura des critiques et surtout... Il l'a bien fait dans les années 90. On n'est plus dans ça maintenant, c'est l'image, c'est la mondialisation de l'information. Et aussi, il y a aussi la dimension internationale parce que le régime algérien ne dépend pas que de l'exécutif français, mais aussi de l'Italie, mais aussi de l'Espagne. Aussi, il y a une nouvelle administration aux États-Unis qui ne permet pas trop ça. Donc, il est complètement coincé. Il est en train de courir à sa chute. Il a juste ce vice de camoufler sa faiblesse, mais il est très faible, très affaibli. Il faut y aller et il ne faut pas avoir peur. S'il peut y avoir dispersion dans toutes les rues d'Alger, qu'il soit, et d'ailleurs les autres villes aussi, et moi, je pourrais même aller, comme je l'ai toujours soutenu, à la désobéissance civile à ses formes. Pourquoi ne pas y aller dans le meilleur des cas, à Al-Moradi, à faire un sit-in, dans le moindre cas, le 1TV. Alors, moi, je vais être assez bref et direct. Je ne peux pas me mettre en posture de dire à mes concitoyens ce qu'ils devraient faire, parce que moi, je le vois, je le sens avec tous les échanges que j'ai, que j'ai avec énormément de camarades, des collectifs qui activent là-bas sur le territoire national. Donc, ils savent pratiquement tout ce qu'ils ont à faire. Par contre, moi, je vais dire ce que nous, ici, nous allons faire. Le 29 mai, donc, on a un rassemblement devant le siège du Haut-Commissariat aux droits de l'homme à Genève. Donc, c'est une décision qui a été prise dans le cadre de l'intercollectif. Ça, c'est quelque chose que nous pouvons faire. Ça participe à cette campagne Il faudra quand même leur serrer le collier. Un événement qui s'annonce majeur oui. Par rapport à tous les Algériens qui viennent de toute l'Europe, oui. qui vont confluer vers Genève. Voilà, je vais vous dire, on a un tout petit site internet sur lequel l'appel a été relayé. Moins de 2 heures après, ce site n'était plus accessible en Algérie. Voilà. C'est 3 fois rien. C'est vraiment 3 fois rien. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il faudra que le Hirak tire les enseignements de ces contradictions flagrantes. Il faudrait qu'on arrête Trouine, il faudrait qu'on arrête ça. Il faudra impérativement qu'on trouve les moyens d'arrêter.
Il faudra qu'on pourrait traduire. Est-ce que ça existe déjà? Bien sûr, ça existe. Non, les khawana, on parle de tahwin, on parle pas mais des justement, khawana. moi j'ai été comment on pourrait traduire tahwin en français? Diabolisation. Non, parce que chez nous, je vais vous dire, chez nous, vous pouvez insulter n'importe quel Algérien de l'insulte que vous voulez, et si vous le taxez de halki, de main étrangère, de mercenaires. Voilà. Mais c'est-à-dire, le tahwin aussi, c'était un discours... Je vais dire quelque chose. Non, le tahwin, il ne faut pas dire juste le titre. Non, je vais dire quelque chose. Il y en a qui ont utilisé le terme tahwin comme une posture victimiste pour empêcher la critique. Non. Ne nous attaquez pas, on peut faire des connivences avec le régime, on peut jouer le double jeu, on peut se poser sur le terrain politique alors que l'Algérie est en révolution et disent ne nous attaquez pas sinon vous dites que nous sommes khawana. Je vais aller plus loin que ça, Alors, dans la gestion des conflits, comment est-ce que désigner une cible? C'est toujours sur la base d'une représentation. À bien des égards, Moussa Abi l'a rappelé, le zouaf. On fait appel à une représentation. La représentation, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de désigner un responsable. Entre autres, le zouaf, c'était quoi? C'était le kabyle. Oui. Voilà. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? On désigne une cible. On la stigmatise. Et une fois qu'on a stigmatisé quelqu'un, c'est le dernier stade avant l'agression. Il y a 2-3 semaines de ça, il y a 15 jours de ça, il y a eu à la place de la République à Paris une action pour soutenir la Kabylie. Moi, j'ai été quand même vraiment... c'était un ensemble de collectifs qui ont appelé à ça. Du MAC? Celle du MAC, là? Non, ce n'est pas celle du MAC, non, c'était un appel pour soutenir la Kabylie. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des groupes qui ne sont pas algériens non plus. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème, à Moussa. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'à un moment donné, j'ai vu quelqu'un reprendre l'appel et dire égal DRS. C'est-à-dire qu'il a repris la petite affiche, il a mis égal DRS. Et qui est égal DRS, l'équation complète? Non, c'est-à-dire que les organisateurs d'une activité. Ah. Voilà. Et paradoxalement, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec la décision pendue par le HCS. Donc mettons le MAC et Rachat, leur donnant le statut d'organisation terroriste. Non, mais ça c'est une stratégie, parce que les militaires choisissent toujours le plus faible. Non, mais ce n'est pas... Le problème, c'est que le MAC a adopté tous les discours du régime, et finalement, il est fini. Je pourrais dire la même chose pour Rachad, c'est pas ça le problème. C'est parce que les plus faibles, ce sont les plus faibles, il les choisit. Non, mais encore, c'est une perception qu'il y a lieu de développer. Pas que de la perception, il y a le terrain. Tout n'est pas perception vous êtes d'accord avec... Non, mais vous êtes d'accord avec moi que votre organisation politique, elle est politique. Oui, vous appartenez à Rachad, non? Non, au contraire, il est en train de dire Rachad et le MAC sont trop faibles. Non, d'accord, excusez-vous là tout de suite. Je m'en excuse. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand une organisation politique pose des problèmes politiques, ça appelle à une réponse politique? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je peux être d'accord si le contexte est politique, mais nous sommes dans un contexte révolutionnaire. Actuellement, toute force politique qui essaye de faire ou d'être en connivence avec le régime et avec la police politique, elle en fait partie. Voilà. Et Boukhalfa, le mot de la fin, alors moins d'une minute. Justement, je pense que cette grille de lecture, elle est à revoir, parce qu'elle fausse, elle oblitère la lecture des événements. Non, absolument pas. Voilà. En fait, vous avez parlé, il y a maintenant... Nous avons fini, Moussa. Désolé. Désolé. Merci, Hamoudi. Merci, Moussa Hamoudi. Merci, Boukhalfa Ben Mamar. Merci, Samir Ben Arbi. Merci, Abdelmalek Sabahi. Merci, Qasim Saïd. Merci, Maître Boujema Achir. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Demain et le vendredi 118, je ne vous en dis pas plus. Il n'est pas question d'orienter qui que ce soit. Nous aimerions juste que nous ressentions tous ensemble l'importance vitale de la journée d'aujourd'hui et que nous puissions agir en conséquence pour répondre à cette agression de la mafiocratie contre l'avenir de nos enfants. Bkhawla khair b'salama, silmiya, silmiya, khawa, khawa. حتى تجي الحرية.